Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu cette semaine? J'imagine chaudement, dis-nous tout Kira. Salut Sid, bonjour tout le monde, salut tout le monde, même allez, maintenant on se tutoie comme on dit. Oui, non, c'est très chaudement, il fait des températures de fou en Normandie, enfin clairement, je me dis que le réchauffement climatique n'est peut-être pas un mythe en fin de compte, on sait que c'est pas un mythe. C'était un sarcasme. Oui, donc ouais, très, très chaudement, là je suis enfermé dans ma pièce pour enregistrer. Et t'es collé sur ton siège que je suis un peu, tout à fait, je suis un peu. Et ta semaine alors du coup? Alors cette semaine, c'était ma foi une petite semaine tranquillou, à part pour le taf, parce que j'ai eu énormément de boulot cette semaine, donc du coup j'ai pas fait énormément de choses à côté. J'ai quand même regardé la totale d'Astérix le combat des chefs hier, car quand on enregistre il est sorti hier. Je vous en débrieferai justement tout à l'heure. Je continue Clair Obscur, donc je vais très doucement sur Clair Obscur, je prends mon temps, déjà parce que j'ai ma fille qui veut assister à toutes les sessions de jeu pour suivre l'histoire. Et donc voilà, du coup ça permet de faire un instant papa fifi et de continuer ce jeu, ce qui est plutôt cool. Et je me suis mis sur Days Gone le remaster, donc je voulais pas la prendre au départ, c'est vrai que j'étais le premier à pester dessus. Je me suis dit bon, j'ai un bon d'achat de 10 balles sur la console, je vais le faire. Il y a pas énormément de grosses différences, je pense que la grosse différence doit se voir si on a une PlayStation 5 Pro. Mais pour la PlayStation 5 standard, en fait, ça reste très, enfin voilà, je vois très peu de différence entre avant et après, donc ça c'est mon retour par rapport à ça. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine? Eh ben j'ai fait un petit peu tout l'inverse concernant Clair Obscur. Je suis à un tiers du jeu, voire un peu plus, donc j'ai farmé très fort et je suis absolument subjugué par ce jeu, j'adore, et je suis en train, fait un peu exclusif, j'écris ma chronique en même temps que je fais le jeu, ce que je fais d'habitude pas. Tu fais comme moi en fait. Ouais, mais ça m'inspire beaucoup. Dès le début du jeu, j'ai eu un axe, une idée pour développer la chronique, donc voilà, j'adore, c'est absolument tout ce que j'aime, donc un mélange de JRPG et de Souls, donc un grand plaisir pour moi, c'est le jeu, voilà, c'est l'équation parfaite. Et j'ai commencé une toute nouvelle série sur Netflix que j'ai enchaînée assez fort aussi, donc qui s'appelle Les Escrocs de Tokyo, et j'en ferai mon hors-sujet la semaine prochaine. C'est absolument savoureux. Et donc voilà, je pense que c'est pas très connu, donc j'ai vraiment envie d'en parler la semaine pro. Et sinon, c'est tout, je pense, Kira. De toute façon, je fais que du Clair Obscur et un petit peu de Xenoblade quand j'ai un peu de temps à côté, mais voilà. Mais par contre, si on a fait quelque chose, c'est préparer une émission. Donc si tu peux nous donner le sommaire avant le point réseaux sociaux, Kira. Alors bien sûr, donc au niveau du sommaire, on va parler, ça va être une émission PlayStation aujourd'hui, on a fait une émission Xbox, une émission Switch, Nintendo, donc là c'est une émission PlayStation car les actus étaient en ce sens. Donc on va parler de Ghost of Yotei, on va parler de Concorde, non je troll déjà, on va parler de Marathon, on va parler également derrière de Borderlands 4 car il y a eu un State of Play hier, derrière il y a le test de Hollow Knight, oui. Tu as craché du sang pour nous effectuer cette chronique, voilà, cette semaine. Et en sujet, du coup, ça sera Astérix le combat des chefs. Donc c'est vrai que c'était pas prévu du tout que j'en parle, mais je me suis dit, allez, c'est l'occasion, c'est le moment. Et donc, petit point réseaux sociaux, voilà, comment nous retrouver, les 5 étoiles, tout ça. Alors, vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur X, j'ai pas dit Twitter, hein, vous avez vu, là, je m'améliore. Donc X, vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur toutes les plateformes de podcast, bien sûr. N'hésitez pas à mettre des 5 étoiles, on en a encore eu cette semaine, donc c'est très cool. N'hésitez pas également à mettre des commentaires, que ce soit sur le site web via le formulaire ou directement via les applications de podcast, comme ça on vous cite dans les émissions. Ça nous aide beaucoup, car ça flatte un petit peu l'algorithme des plateformes, ce qui permet de nous faire ressortir, on va dire, et derrière, les gens tombent sur nous par hasard, nous écoutent, et vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas, donc big up à vous. Et on se lance, je te propose un petit générique et en avant. Générique. Parlons de marathon, et pas le marathon où l'on court, hein. Je sais que vous êtes maintenant certains à nous écouter en faisant des marathons, ce qui est toujours assez ouf, mon cher Kira, quand on y pense.
Mais parlons de Marathon, le jeu vidéo qui renaît de ses cendres. Mais avant, petit topo sur Bungie, le studio fondateur de Destiny ou de Marathon. De Halo très aussi. Rapidement. De Halo, et tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Donc Bungie s'est fait connaître grâce au jeu, plutôt en plus, ce qui est bien, je me coupe moi-même, mais c'est que c'est un vieux studio des années 90, donc il a été créé à Chicago en 1991 très exactement. Donc c'est assez rare pour être stipulé, c'est quand même vraiment un vieux studio qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui est devenu un géant du jeu multijoueur, mais qui a commencé sur du FPS solo narratif, donc avec Path Waves into Darkness en 93, et surtout Marathon en 94 qui l'a fait connaître. Et je vais parler un petit peu de Marathon après. Ensuite, le studio, fort de son succès sur ce titre-là, tu l'as dit, a travaillé sur Halo, donc qui est devenu un des vrais gros piliers d'Xbox. Et depuis, Bungie s'est fait racheter par Sony. On en avait beaucoup parlé en 2022, enfin pas nous parce que la taverne n'existait pas encore, mais pour quasiment 4 milliards, PlayStation a racheté du coup Bungie, et ça faisait un petit peu le studio historique Xbox qui passait chez Sony, donc ça avait un petit peu défrayé la chronique à ce moment-là. Je sais pas si tu t'en souviens toi, Kira, mais ça avait fait grand bruit. Surtout pour la somme, on n'était pas encore habitué à des montants si astronomiques dans le jeu vidéo. Des grosses sommes comme ça, puis surtout encore une fois, c'est un studio qui a du talent, c'est un studio qui a énormément contribué, qui a une très belle aura auprès des joueurs. Halo, encore une fois, ça reste une des plus grandes licences du jeu vidéo, et les 4 premiers jeux de Bungie en sont vraiment l'exemple parfait de ce qu'il faut faire pour un FPS, pour sa communauté, pour lancer une saga en tout cas. C'est vrai que Destiny, je sais que Destiny a ses fans, moi c'est pas du tout mon délire ce genre de jeu, donc c'est un studio avec du talent et avec beaucoup de compétences. Ouais, tout à fait. Et donc ce jeu Marathon, sorti en 94, était une exclusivité Mac, et la grosse différence, c'était dans cette ère, tu sais, des Dooms-like, où t'avais le moteur de Doom qui était adapté en plein de jeux. Donc moi j'avais fait Corridor 7, j'avais fait aussi Heretic, Duke Nukem évidemment, bien sûr, un petit peu plus tard. Et donc là, l'idée innovante qu'il y avait derrière ce jeu Marathon, et c'est pour ça qu'il avait autant marqué les esprits, c'est que c'était un jeu qui vraiment se voulait davantage narratif que les Doom, et on trouvait des terminaux disséminés un petit peu partout, comme ça se fait aujourd'hui avec des audiologues ou ce genre de trucs, mais qui développaient énormément l'histoire. Il y avait un lore très 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 étendu dans ce jeu, et à cette époque, dans les FPS qui étaient plutôt des FPS très frénétiques, très très foufou, ça avait pas mal cassé les codes, et en plus c'était un des premiers jeux faisant du multijoueur à 8. C'était assez rare à l'époque. En plus, ils avaient vu le mode de visée était un petit peu différent. Enfin voilà, ça avait vraiment fait son effet. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont gagné les faveurs de grosses boîtes et qui ont travaillé après sur Halo. Ce Marathon, on peut se dire que vraiment, c'est sans Marathon, il n'y aurait pas Halo, alors que c'est une licence absolument tentaculaire aujourd'hui et très très connue. C'est clair. Et donc en effet, quand Bungie ressort Marathon des cartons, ça a fait un buzz évidemment énorme, surtout qu'ils ont misé sur une direction artistique assez folle, qui tranche vraiment très différente de ce que l'on trouve aujourd'hui. Et ils avaient fait du coup le 12 avril, donc là il y a quelques jours, une conférence où ils en avaient parlé, où ils avaient développé un petit peu plus le lore, le jeu, etc. Donc on incarnera des runners, donc c'est des mercenaires cybernétiques qui ont tous des particularités un petit peu différentes. Ils ressemblent à des mannequins de crash test. Ouais, mais complètement, avec très bariolé. Je pense que c'est un mix entre cyberpunk, des mannequins de crash test comme tu dis, et du Ghost in the Shell. Vous mélangez tous ces 3 trucs là, et vous avez Marathon en termes de direction artistique, donc c'est assez barré. Et vous prenez un petit buvard d'acide en même temps. C'est pour ça que très psychédélique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais pour faire écho à ce que tu disais. Et du coup, on a un jeu, donc on incarne ces runners qui ont des spécificités un petit peu différentes, le tank, l'assassin, etc. L'assassin, comme Mokoto dans Ghost in the Shell, pourra disparaître par exemple. Motoko, pardon, exactement. Et donc il y aura des équipes de 3 équipes qui vont s'affronter. Ça, on pourra réunir jusqu'à 18 joueurs, et c'est du PVP-VE. Donc il y aura ces 3 équipes et en même temps l'environnement. Et c'est un jeu d'extraction. Donc à la le jeu qu'on fait souvent là. À la Rainbow Six Extraction. Non, c'est même pas ça, le jeu qu'on a fait ensemble, Kira, là, Starship Trooper, tout ça. Helldivers 2. Voilà, merci, Helldivers 2.
Et donc c'est un jeu c'est du multijoueur comme ça d'extraction, donc c'est vraiment un jeu de niche en plus, hein, vraiment c'est pas du multijoueur Battle Royale ou dans le délire qu'on connaît, c'est vraiment un jeu d'extraction. Et donc chaque runner pourrait être personnalisé, et Bungie va se baser aussi sur un de leurs piliers, qui est, donc c'est un jeu à service, mais dont la narration va évoluer en fonction de ce que font les joueurs dans leur campagne. Donc c'est comme ça qu'ils font de la rétention sur Destiny, et c'est ça qui est autant apprécié, c'est que chaque saison, le joueur va vraiment forger son propre scénario, et la narration se veut évolutive. Et en plus, chose assez cool, c'est crossplay, c'est cross-save, ça sort partout. Donc de quoi contenter les fans du genre. Moi j'aime beaucoup Destiny, je ferai marathon, mais comme de l'aveu même de Joseph Cross, les artistes derrière, c'est un jeu de niche, donc voilà, peut-être qu'il trouvera son public sur cette section. Moi je suis pas super emballé de ce que j'ai vu en fait, notamment sur la direction artistique. Après c'est totalement subjectif, hein. Je trouve ça très moche. D'habitude j'aime beaucoup quand les couleurs, quand il y a des couleurs flashy, tu sais, tu me connais, quand c'est très très chatoyant. Et là au contraire j'ai trouvé c'est flashy d'un côté, mais au niveau de l'ambiance j'ai trouvé ça assez fade. Et du coup pour moi c'est assez rédhibitoire dans l'ambiance. Après j'ai vu que le jeu allait sortir aux alentours de 40€ aussi, donc est-ce que pour un jeu à service c'est pertinent toujours de sortir un jeu payant? C'est vrai qu'Helldiver a réussi, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, donc à voir. Mais je trollais tout à l'heure en parlant de Concorde, et j'ai quand même peur que ça fasse un Concorde-like en fait. Bungie a quand même une très belle communauté derrière eux, mais cette communauté en ce moment est sur Destiny, et même si on a un style de jeu totalement différent, un jeu à service reste un jeu très chronophage en fait. Et est-ce que les gens ont vraiment envie de faire 2 jeux à service en même temps? Donc voilà, bonne question, à voir. En tout cas, je suis pas emballé, je suis pas non plus dégoûté, enfin vraiment pour moi ça passe totalement sous les radars. Ouais, après je comprends pour la direction artistique, et moi c'est plutôt ce que je salue, enfin moi perso j'aime bien, mais aussi je trouve que ça fait du bien d'avoir un studio qui assume ses choix artistiques, qui soit très tranchant avec le reste des productions, et c'est finalement ce qu'on avait reproché à Concorde, et c'est pour ça qu'il a échoué. Donc là c'est bien d'avoir ce parti pris, surtout que j'ai beaucoup aimé dans la présentation, ils ont fait un court métrage de 15 minutes où on voit vraiment l'univers, et là tu vois à quel point c'est déjanté, ça ressemble à aucun autre truc qui existe, et donc j'aime bien ce côté prise de risque qui je pense fonctionnera. Tu l'as dit, Bungie en plus a une très très grosse communauté, et il y a qu'à voir le nombre de clics ou le nombre de vues que ça a généré dans la communauté multijoueur et PC. Donc moi je suis beaucoup plus enthousiaste, j'y crois vraiment, surtout que ils sont rationnels dans leur plan, ils disent vraiment que c'est un jeu de niche, et je pense qu'il trouvera vraiment son public. Par contre, quant au prix, pour moi, ça avait pas été annoncé, donc peut-être que ce sera 40€ comme tu dis, ça m'étonne pas parce que Destiny fait des extensions qui sont payantes, hein, c'est pas que du free-to-play, donc peut-être qu'ils seront là-dessus, mais moi j'avais pas vu d'annonce de prix, et je suis pas sûr de ça. J'ai vu plusieurs choses en ce sens, où Sony annonçait que ce serait un tarif équivalent à celui d'Helldiver, donc qui était à 40€, donc voilà. Peut-être alors. Voilà, j'ai pas cherché à comprendre, mais que le jeu serait payant à l'achat. Ils ont pas annoncé de tarif à proprement parler, mais que ce serait dans la même fourchette qu'Helldiver. Donc voilà, je vois bien un jeu à 39,99 quoi. Peut-être. L'avenir nous le dira. On va encore parler FPS, hein, ce qui est assez rare. Et multijoueur, et multijoueur. Ouais. C'est vrai qu'on nous a beaucoup demandé si on allait tester des jeux Borderlands à la taverne, et c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait, donc je vais dire pourquoi. Moi j'ai fait Borderlands, j'ai fait les 2 premiers, j'ai fait le pre-sequel, et j'ai arrêté en cours le Borderlands 3. Pourquoi? Parce que même si j'ai beaucoup aimé à une époque, en fait, il s'avère que les looter-shooters, c'est plus vraiment ma came, en fait, et que j'ai tendance à m'agacer quand je me retrouve face à des gros sacs à PV devant moi. Donc je sais que c'est le principe du jeu, on doit trouver l'arme la plus puissante, des armes complètement délirantes et tout, mais c'est vrai que c'est plus tout à fait mon délire, et même en jouant en coop, en fait, je ne trouve plus ce fun-là. Le dernier looter-shooter que j'ai fait en long, en large et en travers, c'était The Division 2. Et depuis, j'ai pas remis la main sur un jeu comme ça, et j'ai pas vraiment envie de le faire, donc c'est pour ça qu'on n'aura pas de test de Borderlands 4 sur la taverne, en tout cas. Mais une petite actu, voilà, du coup, on pour s'est compenser. dit, même si on teste pas le jeu, on va faire une petite actu, parce que justement, le jeu est sous le feu des projecteurs en ce moment. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu un State of Play le 30 avril 2025, entièrement consacré à Borderlands 4. Alors déjà, ça fait bizarre, un State of Play d'un constructeur.
consacré à un jeu éditeur tiers qui sort sur toutes les consoles et toutes les plateformes. Donc sur le coup c'est étrange, mais bon au moins ça fait parler de la marque Sony et de Borderlands, donc c'est vrai que ça peut être un mood intéressant. Et il y a quand même eu quelques nouveautés à souligner. Donc déjà pour commencer, c'est quoi un looter-shooter, mon petit Sid ? Alors, interro surprise, c'est un FPS, donc où il faut défourailler un peu tout ce qui bouge, et on va trouver des petits coffres un peu partout avec beaucoup de loot, du coup des objets qui tombent, et dedans il y a divers degrés de rareté du stuff que l'on trouve. Donc il faut farmer pour faire tomber l'arme légendaire qui a le taux de drop le plus faible et avoir un stuff de ouf. Donc ça demande de beaucoup d'abnégation, de temps et de farm. Je suis d'accord avec toi, hormis que ça peut être aussi en TPS du coup, car The Division est un TPS. C'est vrai. Mais c'est vrai que le looter-shooter c'est exactement ça, et donc du coup forcément, vu que les armes sont plus puissantes, on va se retrouver avec des ennemis qui peuvent plus ou moins encaisser. Et pour Borderlands, on a un système de code couleur qui permet de détecter la rareté, donc on a du jaune, du vert, du violet, du bleu. Enfin, tout le classique en tout cas du looter-shooter. Au niveau des nouveautés gameplay, déjà, pas de nouveauté gameplay, le nouvel environnement, donc c'est une nouvelle planète, donc la planète Kéros, c'est un monde ouvert dynamique, avec des effets météorologiques qui influenceraient sur le gameplay, donc ça c'est plutôt cool. C'est beaucoup plus coloré que les jeux de base, enfin du moins la trilogie de base. Là on a vu de la jungle, donc ça change quand même pas mal des 3 premiers, on a vu pas mal de biomes différents et de styles différents. Là où j'ai été plutôt surpris, c'est que le système de déplacement me semble amélioré, donc ça a l'air d'être plus frénétique. J'ai ressenti un petit côté Destiny, justement, avec un côté plus fast FPS. Il y a des dashs pour esquiver les attaques, j'ai vu qu'il y avait un système de grappins qu'on pouvait utiliser en combat ou en exploration. Il y a un jetpack aussi qui permet des assauts aériens. Donc ça a l'air d'être beaucoup plus, je vais pas dire ça c'est bourrin en fait, ça a l'air beaucoup plus bourrin pour le coup, donc c'est pas pour me déplaire ça par contre, mais voilà c'est à souligner par rapport à ça. Au niveau du système d'armes, donc ils ont fait une refonte du système d'armes avec un système de pièces, des pièces qui permettraient de combiner des éléments de différents fabricants, donc avec différentes marques, donc c'est des pièces sous licence, et on va avoir 8 fabricants d'armes au total, dont 3 nouveaux, donc il y a Order, Reaper et Daedalus, et ça permettra de se faire des armes inédites. Alors, le jeu a déjà une chier d'armes incroyable, on va en plus pouvoir customiser ses propres armes, crafter. Ça c'est plutôt cool. 2 nouveaux personnages, donc on a Vex, une sirène qui est capable d'invoquer des ombres létales, Rafa, un ex-soldat en armure expérimentale, donc lui par contre c'est plus un gros tank. Et d'autres personnages qui ont été annoncés, encore inédits par la suite, qu'on n'a pas vu, mais ils ont déjà centré sur ces 2-là. Le système de loot donc est toujours instancié en fonction de la difficulté, donc plus vous allez jouer en difficulté élevée, plus forcément vous allez avoir un loot intéressant. Là où c'est intéressant par contre, c'est que le jeu va changer de difficulté automatiquement. Par exemple, si vous jouez avec 3 potes et que vous êtes à 4 et que vous roulez sur le jeu, automatiquement le jeu va s'adapter à votre style de jeu, et ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire aussi que si vous êtes des grosses quiches, ce qui peut arriver, derrière vous allez le jeu va s'adapter à votre niveau, ce qui donne quand même cette sensation de galérer un petit peu, mais jamais que ce soit trop punitif, trop frustrant, mais ni de trop rouler sur le jeu, et si ça peut générer un équilibre intéressant, c'est plutôt cool, parce que moi c'est ce qui m'avait embêté dans Borderlands 3, c'est qu'on jouait à 4, et même si on était à un niveau de difficulté élevé, on roulait vraiment sur le jeu, on trouvait des armes assez pétées, et puis là on s'était retrouvé à fumer tous les ennemis de base, et quand on était face à des boss, là on se retrouvait vraiment devant des gros sacs à PV, où on était pendant 20 minutes en train de leur tirer dessus. Voilà, ça c'était ce qui m'avait embêté, donc à voir s'ils ont réglé dans ce sens-là moi j'appelle ça un problème, des gens aiment beaucoup, mais voilà, à voir s'ils ont justement rééquilibré cette chose-là. Ça a l'air beaucoup plus beau, j'ai vu un système d'éclairage qui a l'air ma foi assez dynamique avec ces nouveaux biomes et ces nouveaux environnements, donc c'est vrai que les niveaux enneigés m'ont pas paru magnifiques, et après c'est souvent le cas dans les jeux enneigés, mais par contre tout ce qui se passait dans la forêt au crépuscule ou quoi, ça avait l'air vraiment super cool. Fait notable, le jeu a été avancé, donc sa sortie initialement prévue devait arriver le 24 septembre, et finalement il sort le 12 septembre 2025, donc 2 petites semaines plus tôt, ce qui est plutôt cool. Et ils ont annoncé un nouvel aperçu de gameplay pour juin, donc c'est bientôt également. Donc là, on peut dire que la communication Borderlands est en cours. Bat son plein. C'est rare quand même qu'un jeu soit avancé, donc je pense que ils ont peut-être eu le temps pour le développement ou quoi. Ou est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu avancés justement pour éviter GTA 6 en frontal ?
à voir, parce que GTA 6 sortirait à peu près sur la période d'octobre, donc c'est vrai que la portée 15 jours, 3 semaines avant, à voir si c'est judicieux ou pas. Il y avait une sortie de Randy Pitchford justement sur X qui en parlait, donc c'est le PDG de Gearbox, qui annonçait en grande pompe justement le fait que le jeu sortirait plus tôt. Il disait pourquoi, hein, ils sont très confiants sur les tests qu'ils ont fait, les debugs, etc. Donc c'est vraiment lié au jeu en lui-même. Et face aux réactions où tout le monde a dit « Ah, ils sont en train d'annoncer la sortie de GTA 6, ça nous donne une piste sur le fait que ça sort fin septembre », il l'a recommuniqué avec un tweet en disant que non, ça avait rien à voir avec d'autres sorties commerciales éventuelles et que c'était vraiment lié au jeu. Après, c'est quand même bizarre sortir un jeu 11 jours avant, alors que toute la campagne marketing était faite, les dates étaient faites, on les avait partout. Donc c'est vrai que c'est étonnant, donc c'est vrai que ça laisse à penser que ce serait pour éviter GTA 6. Quant au jeu en lui-même, je vais pas frauder, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu le state of play. Moi, ça m'emballe vraiment pas de façon côté direction artistique, le côté un peu Mad Max déjanté et tout, c'est pas ma cam. Le cel shading aussi, c'est vrai que le cel shading sur un jeu comme ça, qui se veut à la fois gore et brutal, ça a un certain contraste, et pareil, faut kiffer. Je sais que moi, je m'en suis lassé très très rapidement de ce style. Eh ben, je te propose un univers tout à fait plus pro et poétique. Enfin, on verra, on n'y est pas encore sur le jeu, mais en tout cas, Ghost of Tsushima l'été. Voilà, c'est comme le Ghost of Tsushima. Exactement. Ghost of Yotei, donc il a refait parler de lui aussi. Donc PlayStation a communiqué sur Marathon, sur Borderlands et sur Ghost of Yotei. Donc on en sait un petit peu plus. Donc petit rappel sur ce que sera l'histoire. Donc en 1603, 300 ans avant Ghost of Tsushima. Non, c'est pas ça. Presque, non, c'est pas la même époque quand même. C'est pas en 1603. Mais bon. Non, mais je suis encore dans la série là. Ouais. Attends, ça arrive. Donc on incarne Atsu, une guerrière qui est en quête de vengeance, qui veut tuer les Yotei 6 ou les 6 Yotei, qui sont des hors-la-loi responsables du massacre de sa famille. Et donc évidemment une traque se met en place. Atsu a décidé d'assassiner, donc ça fait très Assassin's Creed d'ailleurs, mais a décidé d'assassiner Whitman, ces 6 méchants personnages, et on nous promet au travers de ce nouveau trailer qui est très sympa, il est pas très long mais il est vraiment très cool. On voit une Atsu qui utilise des doubles katanas, qui utilise des odashi, qui sont des très très grands sabres à la Sephiroth, des kusarigama aussi, qui sont tu sais, des sortes comme des piolets d'escalade mais en mode petite hache, qui sont souvent au bout de chaînes. On a ça dans Naruto par exemple. Et aussi elle pourra utiliser des mousquets japonais, donc Tanegashima, avec comme promesse, et ça je trouve ça hyper séduisant, c'est donc un monde extrêmement libre, très très grand, très ouvert, avec le choix nous est laissé d'abattre ces 6 cibles dans l'ordre que l'on veut. Donc ça, moi, j'adore. Je trouve ça super cool, très immersif. Ne pas être bloqué déjà sur le niveau comme beaucoup de jeux. Et ça c'est bien, ça c'est ce que j'aime, ça, bravo. Et en plus, tu vois, je me dis que quand tout le monde sera tous les deux sur le jeu, on pourra se raconter, tiens, moi j'ai commencé par celui-ci. Enfin, ça veut dire que chaque joueur pourra potentiellement avoir une aventure un petit peu différente, et ça, pareil, je trouve ça hyper cool. Et ils nous promettent l'introduction de flashbacks interactifs qui permettront de revivre un petit peu le passé d'Atsu, comprendre ses motivations profondes, entre guillemets. Bon, après, je pense que les motivations, elles sont plutôt claires. Voilà. Et pour te faire plaisir aussi, il y aura un petit loup fidèle qui l'accompagnera. Donc avec laquelle, ce petit loup, on pourra créer une relation émotionnelle, du gameplay avec elle. Je l'aime déjà. Ça va être super cool. Donc ils ont aussi annoncé les 3 éditions standard, deluxe et collector, que je détaillerai pas forcément, allez voir sur internet, mais surtout la date, donc le 2 octobre, qui ira pour qu'on mette le katana dessus, et j'ai très hâte. Moi aussi, j'ai très très hâte, je vais le faire également. Je crois que c'est toi qui te colle au test de Ghost of Yotei, on a dit. Et moi, je ferai Ghost of Tsushima juste avant. Exactement, on a prévu en cascade les deux. Comme ça peut être carrément cool. Et au plus, c'est chouette pour nous parce que ça nous tient tous les deux à cœur. Donc ça peut nous permettre tous les deux d'en parler avec passion. Exactement. Bon, Kira, je te propose une descente dans la dépression et l'abîme du monde des insectes. Hollow Knight. Donc, est-ce qu'on raconte est-ce qu'on raconte la petite anecdote autour du fait que je voulais lancer Ori et j'ai lancé Hollow Knight en me trompant, qui est pas tout à fait quand tu m'en as parlé ce matin, j'ai confondu également. Toi, tu croyais que je te parlais d'Ori et que c'était on a tous les deux fait un boubi-boulga de ces deux jeux, alors que c'est vraiment pas du tout le même délire.
Ori, c'est une petite balade champêtre, Castlevania-like, tranquille, dans une forêt. Ori, c'est la torture. Hollow Knight, c'est la torture. Hollow Knight, tu te trompes encore. Ouais, tu vois, je me trompe encore. Big up aussi à FX Nicool qui m'avait suggéré le jeu. Donc voilà, c'est chose faite. Alors merci ou pas? Non, merci. Même si j'ai pleuré du sang et je vous épargne les détails les plus atroces. Non, jeu développé par la Team Cherry, c'est leur premier jeu. Il y a William Pellin, dont je reparlerai un peu plus tard, Harry Gibson et David Casey qui sont les grandes têtes du studio. Donc encore une fois, je le redis, premier jeu, hein, c'est quand même à noter. Le jeu est dispo partout, PC, Switch, PS4, Xbox, partout, à pas trop cher en plus. Et on est, je le dis tout de suite, sur un coup de maître en termes de direction artistique, gameplay, univers. Mais avant toute chose, générique, et puis on en parle juste après. Enfin, musique plus que générique. Donc Kira, je te propose, j'ai repris le trailer du jeu qui dure 2 minutes et ils mettent 3, 4, enfin plutôt 5 phrases clés pour décrire le jeu. Je les reprends toutes et je donne mon avis sur chacune. La première étant, bon, je vous fais pas la version anglaise. Vous pleurez des larmes de sang. avec des lettres de sang qui goûtent, qui sointent et tout, tu sais, la Shining. Non. Dans le trailer, la première phrase qu'ils sortent, c'est descendre dans un monde en ruine, un monde vaste et en ruine, parce que c'est un petit peu ça la promesse d'Hollow Knight, donc déjà c'est très en ruine, tout à fait. Pourquoi ? C'est parce que ce monde qui s'appelle Hollow Nest a connu l'opulence grâce au roi Pal. Une opulence, vraiment une civilisation hyper prospère, un peu à la mode Babylone. Je pense qu'on pourrait faire ce parallèle que j'ai pas trop creusé, mais je sais que toi ça te parle pas mal comme référence. Comme référence, tout donc à fait. Imagine ce Babylone d'insectes où le roi Pal... J'ai pensé direct au film, ça n'a rien à voir, hein. Direct au film que j'ai vu pour la 10e fois cette semaine. Donc vraiment, Ton ce film qui est sorti il y a 2 ans, je l'ai déjà vu 10 fois, je suis un psychopathe. Donc ouais, rien à voir par contre avec Hollow Nest, mais tout de même... Voilà, on imagine vraiment ce Babylone d'insectes gouverné par le roi Pal qui a vraiment mis en place une civilisation hyper prospère, technologique, avec une hiérarchie, avec un culte. Sauf que dans l'ombre, il y a une divinité déchue qui refait surface, c'est la Radiance, qui est une divinité de lumière. Donc on peut se dire lumière cool, mais en fait dans ce monde-là, lumière égale négatif. Et cette Radiance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle était d'ailleurs autrefois vénérée, petit à petit remplacée par ce roi Pal, donc très certainement c'est ça qui a nourri, tu vois, son esprit de vengeance, et du coup elle infiltre l'esprit et les rêves des insectes pour leur faire une infection mentale et physique et les transformer en loques, tu vois, un peuple servile qui fait plus rien, donc qui casse complètement cette civilisation. Et donc le roi Pal et la Dame Blanche, qu'est-ce qu'ils font ? Donc Dame Blanche, rien à voir avec ton dessert préféré, Kira, je le dis avant que tu le fasses pour moi. C'est vrai. Non mais c'est vrai, j'en ai mangé avec toi la semaine dernière d'ailleurs. Voilà, vous connaissez le petit plaisir coupable de Kira, c'est la Dame Blanche, mais là, le roi Pal et la Dame Blanche. Plaisir coupable. Il crée, c'est nos deux larrons, une armée de réceptacles qui sont vides à l'intérieur, mais qui ont pour but d'être des vaisseaux pour capter la radiance, l'enfermer à l'intérieur d'eux et faire en sorte qu'elle ne refasse plus surface. Sauf que bon, ça se passe pas très bien. Je vous épargne tous les détails. Nous, on incarne le chevalier, qui est un rejeton du vide, qui revient justement à Hollow Nest et qui cherche à faire tomber la radiance parce que lui, comparé à Hollow Knight, serait vraiment un réceptacle vide et en capacité du coup de capturer la radiance. Donc, en quoi consiste la quête ? Kira, c'est du classico-classique, mais ça fonctionne. On explore les ruines, on trouve 3 rêveurs pour briser leur sceau qui nous permettront d'aller affronter directement qui on doit affronter. Je spoilerai pas parce que le boss, c'est un petit spoil. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de cette petite mise en bouche de scénario, mon chat ? C'est un pitch certes très convenu, mais c'est le genre de pitch que j'aime beaucoup, justement, donc je suis tout oui. Et continuons sur... La phrase d'après dans le trailer, c'est « Forgez votre propre chemin.
Forge Your Own Path, je l'ai fait en anglais, voilà. Hollow Knight, c'est un Metroidvania presque pur jus, on verra pourquoi c'en est presque peut-être pas tout à fait un, mais en tout cas dans sa forme au global, au début en tout cas, on a le sentiment que c'est ce qu'il y a de plus convenu là aussi en Metroidvania. Donc qu'est-ce qu'on reprend ? Un level design hyper labyrinthique, quelque chose que tu aimes, que tu viens de citer Kira, c'est la liberté. Dès le début tu peux aller où tu peux, mais t'as pas de carte, t'as pas de boussole, on ne dit pas où aller, genre vas-y, fonce, tu vois. Dans un monde qui est interconnecté, voilà, je distille des petits indices pour la question que je poserai un peu plus tard, il y a des raccourcis, des zones cachées, des boss optionnels, mais dans ce Metroidvania, j'ai presque envie de dire que c'est pas le gros point fort d'Hollow Knight, il y a même un petit défaut que je trouve, un des seuls vrais défauts du jeu, c'est que le début d'Hollow Knight est pour moi pas très bon. J'ai même trouvé le début vraiment lourd, lent, assez peu agréable à parcourir, et c'est un monde qui est très vertical, et donc quand tu n'as pas, tu sais, les capacités de saut, de jump, de trucs qui vont bien, c'est assez vite frustrant. Tu veux être tout droit, ouais. Ouais, et si tu veux, j'ai pas trop aimé ce début, alors que bon, dans le monde auquel on vit, les débuts des jeux, c'est vraiment hyper important. Surtout maintenant, on est à un stade où les gens consomment très facilement et abandonnent très facilement. C'est vrai que si t'as pas un début percutant et accrocheur, typiquement c'est le genre de jeu, il est sorti déjà sur le Game Pass ou quoi, mais tu le sors sur le Game Pass, les gens vont picorer 10 minutes, ils vont arrêter quoi. Voilà, donc ça c'est à peu près complètement dommage, et c'est à peu près le seul grief que je ferai au jeu, c'est qu'ils ont pas ils ont pas trop réussi, tu vois, ce début de jeu à mon sens. Après, l'ambiance rattrape bien le gameplay, mais du coup, après, qu'est-ce qui arrive ? Toujours dans le trailer, maîtriser de nouveaux pouvoirs, parce que oui, c'est ça qui est cool dans ce style de jeu, c'est que petit à petit, le gameplay va s'étoffer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux pouvoirs. Donc le double saut classique, qui arrive, un des derniers pouvoirs d'ailleurs, le dash, le double dash, les wall jump, enfin plein de choses qui sont très intégrées dans le level design évidemment, et aussi ce que je trouve très malin, Kira, c'est que chacune des upgrades que tu vas récupérer qui te servent pour progresser dans la map te sont aussi très utiles en combat. Je m'explique, le dash qui te permet, tu vois, de faire de parcourir d'un coup une longue distance vers l'avant, qui te permet de passer des gouffres par exemple, et aussi c'est un outil incroyable d'esquive dans les combats, parce que t'as quelques frames d'invincibilité quand tu dash, et c'est ça que je trouve hyper brillant, c'est que tout ce qui va t'aider pour parcourir le monde de l'Honest te sera aussi hyper riche et intéressant dans le gameplay. Donc petit à petit, tu vois, à chaque nouvelle fonctionnalité, tu découvres des nouvelles zones, mais aussi tu réapprends à combattre. Et ça, je trouve que c'est hyper cool, et c'est pas tous les Castlevania, les Metroidvania qui ont cette bonne idée. Ouais, cette approche. Enfin, pour la partie gameplay, ils disent dans le trailer libérer la puissance des charmes. Donc là, rien à voir avec les 3 sœurs Halliwell. Donc est-ce que vous avez, pour les plus vieux d'entre nous, la référence bien pourrie ? Prue, Piper, Phoebe. Et Rose un peu plus tard, si je ne m'abuse. Non, c'est pas Rose, c'est Paige. Si. Rose, c'est le nom de l'actrice. Voilà. Oh là là, putain, je connais bien trop cette série, ça me fait peur. Qui est sortie avec Marilyn Manson d'ailleurs, qui est plus proche de l'atmosphère d'un Hollow Knight d'ailleurs. Mais les charmes dans le jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aspect un peu RPG du titre. C'est comme les âmes de démons, de monstres qu'on récupérait dans les Castlevania. En fait, tu peux en équiper déjà d'abord 1, 2, 3 et au fil de l'aventure un peu plus. Et chaque charme a une fonctionnalité. T'en as qui te permettent de taper plus vite, t'en as qui te permettent d'être plus résistant, t'en as qui te permettent d'invoquer des monstres. Et en fait, ces charmes, quand tu les combines, elles ont des petites, en plus, interconnexions entre elles qui font qu'elles ont des petits buffs. Et ce qui fait qu'on a un personnage qui a un build. Donc un build, c'est une combinaison d'accessoires qu'on lui met pour forger vraiment un gameplay, un personnage un petit peu différent des autres. Et c'est là aussi une touche de génie qu'ils ont apporté dans le jeu, c'est que ça change vraiment presque du tout au tout notre gameplay. On peut faire un personnage qui mise davantage sur l'esquive et la vitesse, un qui tape très fort mais plus fragile, un qui invoque des monstres pour travailler pour lui. Enfin, tu vois, ça apporte vraiment une très grande diversité au combat, et ça, pareil, c'est hyper savoureux.
Ensuite, liez-vous d'amitié avec des insectes étranges qu'ils nous disent, parce que oui, Hollow Knight, c'est rencontrer des gens très étranges, rencontrer des personnages, enfin des insectes du coup. Il faut se faire à l'idée qu'on comprend pas ce qu'ils disent, on sait pas trop de quoi ils nous parlent, et souvent quand ils nous parlent, ça veut pas dire grand chose de compréhensible pour nous. Et ça, pareil, ça te rappellera peut-être quelque chose avec le temps, mais ça peut être une vraie source de frustration parce que le scénario est hyper cryptique. C'est vraiment très compliqué à comprendre, voire on peut finir le jeu sans rien avoir bité au truc, tu vois, je pense. Ça fait le charme du jeu, Kira. Ça fait carrément le charme du jeu, c'est ce que j'aime généralement dans une certaine licence dont on ne va pas prononcer le nom. Clin d'œil, on en parlera tout à l'heure. T'as vu, c'est très en subtilité cette chronique. Ah, c'est subtil de ouf. On verra si je fais un parallèle avec un Miyazaki, donc Hayao ou Hidetaka Miyazaki, vous verrez plus tard, ou peut-être les deux. Mais en tout cas, ces insectes qu'on croise ont cette particularité d'être tous très étranges, toutes très bigarrés, si je puis dire. Mais voilà. On n'est pas dans l'insecte Pikmin coloré, mignon, frais, comme dans le jeu éponyme de Pikmin. On est plutôt dans la blatte un peu dépressive ou la montre religieuse style massacre à la tronçonneuse, pour te donner un petit ordre d'idée. Un peu dégueulasse, quoi. Un peu dégueulasse. Et donc, là où les choses se corsent, Kira, c'est que dans ce petit jeu, il y a 40 boss, à peu près, avec les DLC inclus. Il y a 40 boss. Il y a 140 ennemis différents. Ça fait une belle quantité de boss et d'ennemis. Tu vois ce bestiaire assez fou, et dis-toi que chacun d'entre eux, ils ont des patterns différents. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qui connaissent moins ce qu'est un pattern ? Un pattern, en fait, c'est les attaques que va utiliser l'ennemi ou les mouvements qu'il va utiliser en combat, qu'il va falloir apprendre pour pouvoir justement esquiver à tel ou tel moment. Tu as très bien résumé les choses. Et donc, il y a 140 ennemis, je le répète, et 40 boss. Sachant que si vous voulez faire le 112% du jeu, parce qu'il y a des secrets, c'est pas 100%, dites-vous que votre dernière épreuve est d'enchaîner ces 40 boss sans mourir une seule fois. Voilà, je l'ai dit, c'est pour obtenir le platine. C'est pour ça que j'ai pleuré du sang. C'est pour ça que vous êtes des fous avec vos platines, les gars. Vous allez vous dégoûter là. Voilà. Donc j'ai fait ce 112%. C'était extrêmement affreux, pour dire. J'ai fini le jeu en à peu près, on en parlait tout à l'heure, 30 heures. Il m'a fallu 30 autres heures pour aller jusqu'aux platines et faire quasiment, c'est ce dernier trophée-là du boss rush des 40, ça s'appelle le Panthéon, donc qui fait partie, c'est avec les DLC, mais maintenant on trouve l'édition avec les DLC, qui était absolument atroce et affreux, mais voilà, sachez-le, il y a du challenge. Pour les amoureux du genre, c'est du caviar. Après, voilà, je comprends que tout le monde n'aimerait pas. Autre aspect, il mettait en avant dans le trailer le gameplay précis et fluide, parce que Kira, c'est aussi un fabuleux jeu de plateforme, Hollow Knight. C'est pour ça aussi qu'il a autant marqué les esprits, et beaucoup, ceux qui ont joué se rappelleront de Path of Pain, qui veut simplement dire le chemin de la douleur, Kira. Le chemin de la douleur. Donc c'est un chemin où pareil, faut pas mourir, et t'as tout un tas de scies circulaires à la Limbo ou à la Super Meat Boy, tu vois, où faut pas mourir, t'as des pics partout, t'as des crevasses, il te faut utiliser le double saut, le dash, le wall jump. En fait, donc c'est le palais blanc, c'est un des zones optionnelles que j'ai préféré. Il y a aucun combat, mais c'est que du jeu de plateforme, et c'est absolument savoureux. C'est ultra précis, c'est dense, c'est complexe à la fois, mais c'est vraiment très très bien. Donc c'est aussi ça qui fait la force de Hollow Knight, c'est ce côté, tu vois, mélange des genres, jeu d'action, jeu difficile, en même temps jeu de plateforme, exigeant et satisfaisant. Donc vraiment c'est un jeu, tu vois, qui a du panache et qui étend vraiment son genre. Le tout couplé à une direction artistique absolument somptueuse. Faut aimer, mais c'est très beau. Big up aux musiques. Et enfin, cette fois-ci c'est un vrai enfin, avant la conclusion, Kira, à quoi ça te fait penser, du coup, tout ce que j'ai distillé au fur et à mesure de la chronique? À plusieurs licences de chez From Software. Eh bien, tout à fait. Dark Souls, Elden Ring. Donc le jeu est sorti en 2017, donc plutôt Dark Souls. Pourquoi ? Pour son ambiance lugubre, pour sa difficulté extra exigeante. Aussi, Kira, quand tu meurs, tu perds tes ressources. Il faut retourner sur ton cadavre pour récupérer des ressources. Tiens donc.
comme dans Dark Souls, une narration environnementale et très cryptique, on bite rien et il faut s'y investir, et bah ça me rappelle aussi Dark Souls, et pour se reposer, bah c'est des bancs comme les feux de camp, tu te reposes, tu refais repop les ennemis, c'est là que tu peux dépenser en partie tes gemmes, enfin tes géos, ce que tu récupères, tes ressources, et ce sentiment d'être seul dans ce monde qui est interconnecté, tu trouves des raccourcis, etc. Mais fait très étonnant, Kira. William Pellin, donc j'en parlais, le cofondateur du studio, dit, je cite, « On ne s'est pas inspiré de Dark Souls, j'y ai même jamais joué pendant le développement. Les comparaisons nous ont surpris au début, je pense que ça vient du fait qu'on partage les mêmes influences de fond. » En fait, quand on dit à ce studio Team Cherry que c'est génial ce que vous avez fait un Metroidvania Souls-like, en fait, on a l'impression qu'on les insulte presque, tu vois, ils assument pas trop, en tout cas, cette... oui, c'est vrai qu'ils ont pas l'air de trop assumer quand même. Cette filiation... C'est quand même énormément de points communs assez différents au final. T'es d'accord avec moi que c'est criant, enfin moi ça m'a sauté aux yeux, mais non. Leur philosophie dit c'est pas de faire souffrir le joueur, c'est plutôt de lui donner les outils pour apprendre et lui... Bah, c'est un peu le cas d'un Dark Souls aussi, hein. Il te donne les outils pour apprendre et la difficulté fait partie du jeu, certes c'est difficile, mais t'as toujours des possibilités, disons que c'est pas injuste. Bah, en fait, même il finit par ponctuer la phrase de on donne au joueur, le joueur, on fait en sorte que faites-lui mériter sa victoire. Bah en fait, c'est ça les Dark Souls. Ouais, non mais c'est ça en fait. Donc pour moi, bah, navré, Team Cherry, vous avez fait un jeu fabuleux, mais pour moi, j'y vois une affiliation très proche à Dark Souls et vraiment, c'est pas une insulte, au contraire, c'est un trait de génie. Je trouve qu'ils ont réussi vraiment à digérer ce qu'est un très bon Dark Souls, un Souls-like, et l'ont mis dans leur formule Metroidvania, ce qui fait que Hollow Knight ne ressemble à aucun autre Metroidvania alors qu'il y en a tout un tas. Et je trouve que c'est un compliment absolument incroyable pour le jeu. Donc voilà, c'est dommage pour eux qu'ils n'assument pas. Donc pour eux, ils disent c'est plutôt Zelda qui nous a influencé, Metroid, Castlevania, Mega Man X. Oui, non mais merci les gars. Mais bon... Il y a quand même l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Bah voilà, vraiment j'ai fait exprès, tu vas pas en parler jusqu'à la fin parce que c'est criant, en fait, ça saute aux yeux. Enfin bref... En conclusion, Hollow Knight, c'est pas juste un Metroidvania de plus, c'est un jeu de plateforme aussi, un monde tortueux, lugubre, cryptique, mais aussi extrêmement lumineux par son gameplay, son challenge, sa précision. Et je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre du genre qui m'a fait rester 60 heures dessus, faut le faire quand même. Donc notre preux chevalier a conquis ce genre de la plus belle des manières. Et cette direction artistique fabuleuse, la musique vous l'entendrez, enfin bref, je vous le recommande chaudement, c'est un plaisir si vous aimez souffrir. Je sais pas si c'est une bonne conclusion ça, bref, c'est dit. Il y a des gens qui aiment souffrir, qui vont voir Minecraft au cinéma par exemple. J'y suis toujours pas allé, mais par contre attends, je le dis quand même, oui, t'es toujours pas vu. Dans Hollow Knight on prend du plaisir quand même, mais c'est en fait Kira, c'est bête hein. Désolé encore une fois William Pellin, mais c'est précisément le même plaisir qu'on a dans un Dark Souls de y arriver, avoir compris le pattern du boss, et c'est ça qui est fou, quand t'as compris le boss, t'y arrives hyper facilement, et ce sentiment-là, je suis désolé, c'est Dark Souls pour moi qui l'a insinué dans nos esprits. Donc ceci était la chronique de Hollow Knight et non Ori, mon cher Kira. Peut-être qu'un jour on parlera d'Ori, on verra, mais oui. Ori in the Blind Forest. Les deux sont très cool en plus. Ouais, carrément. Moi, je suis très enthousiaste pour la chronique que tu nous prépares. Donc, c'est en plein dans les nouveautés. Donc, Obélix et Astérix, mission Cléopatra. On t'écoute. Alors c'est presque, mais complètement faux. Alors bien sûr, on va parler de la nouvelle série d'Alain Chabat, nouvelle série Netflix qui vient d'arriver, série que j'attendais énormément, mais que j'avais pas spécialement prévu de chroniquer, ou du moins de ne pas la chroniquer aussi rapidement. J'ai regardé la série d'une traite hier, donc ce fut quand même assez rapide, j'expliquerai pourquoi dans ma chronique. En attendant, je vous ai sélectionné un petit morceau de la série, puis j'attaque juste derrière. Allez. Série Astérix et le combat des chefs est donc réalisé par le grand, le talentueux, que tout le monde adore d'ailleurs, c'est vrai. Philippe Etchebest. J'ai l'impression que c'est une personne qui fait... non, c'est pas Philippe Etchebest. J'ai l'impression qu'il fait consensus, mais Alain Chabat. Oui, c'est vrai.
est donc sorti sur Netflix le 31 avril et marque le retour du cinéaste dans l'univers du célèbre Gaulois, plus de 20 ans après son fameux Mission Cléopâtre, qui est entre nous la meilleure adaptation live d'Astérix, il n'y a pas débat, qui avait fait quand même 14 millions d'entrées à l'époque, donc imagine un petit peu l'engouement qu'il y a eu pour son film en tout cas, sachant que les suites n'ont jamais pu réitérer cet exploit par la suite. J'ai une question les suites étaient toutes flinguées. Très vite, Kira, désolé, mais est-ce que Chabat a déjà fait de l'animation ou c'est sa première fois ? Alors, il a déjà fait de l'animation dans une petite série qui s'appelait... alors, je crois que ça s'appelait Avez-vous remarqué ? Où en fait, c'est des petits sketchs sur des questions à la con, et ça finissait toujours sur maintenant oui, en fait. Ah oui, par exemple, avez-vous déjà vu un vieux aveugle dans un métro qui fait tel truc ? Donc, tu as un petit sketch qui durait 2 minutes, et puis maintenant oui. C'était une vidéo qui tournait beaucoup sur Canal+ à l'époque, mais jamais dans de telles proportions. Donc Chabat, après avoir fait un superbe film live, s'attaque cette fois-ci à l'animation, et pas à un film d'animation, mais à une mini-série d'animation, et le résultat est une véritable lettre d'amour à l'œuvre de Goscinny et d'Uderzo. L'idée de cette adaptation animée est née de la volonté de Netflix au départ de proposer une série fidèle à l'esprit de la bande dessinée, tout en modernisant son approche visuelle. Ils ont contacté Alain Chabat pour lui faire une proposition. De mémoire, ils avaient contacté Astier au début, qui souhaitait plus continuer Astérix suite à ces 2 films. Et c'est comme ça qu'Alain Chabat a récupéré le bébé. Donc c'est une toute nouvelle équipe. Les 2 films de Astier, c'était Alain Chabat et Louis Clichy. Là, on est donc sur sur Alexandre Astier et Louis Clichy. Et là, on est donc sur un autre duo. Donc c'est Chabat et Christophe Serrand, donc qui est un vétéran de la licence Astérix d'ailleurs, et un ancien de chez DreamWorks. Donc il a joué un rôle clé dans la direction artistique du projet. Il a déjà même bossé sur 3 Astérix dans les années 80. Il a fait Astérix la surprise de César, Astérix chez les Bretons et Astérix le coup du menhir. Donc c'est une personne qui connaît la licence. Il a également une belle expertise en animation 3D car il a quand même bossé sur la superbe, fantastique, utilisez les superlatifs que vous voulez, trilogie Dragon, donc il a à son actif. Et son amour pour l'univers du Gaulois ont permis de donner une série, à cette série du moins, une esthétique unique pour une prod française. Donc on est sur de la 3D avec des effets visuels inspirés de Spider-Verse. Il y a beaucoup d'effets 2D. On s'éloigne du côté lisse, et c'est pas péjoratif, des 2 précédents films, mais on garde quand même les mêmes modèles 3D. Donc nous sommes dans une évolution de cette animation. Ça donne vraiment un rendu visuel éclatant et dynamique. Les textures sont vraiment très très détaillées. C'est ce qu'on pourrait dire de cette série, c'est que cette série est texturée. Donc c'est déjà un bon mot. Donc chaque arrière-plan est travaillé de fou, vraiment. Les effets de lumière et les mouvements sont très très fluides, avec un enchaînement de couleurs de dingue. C'est hyper coloré, et j'ai jamais vu de film ou de série Astérix aussi coloré que celui-ci. Ouais, donc ça fait plaisir. Elle a son identité, si je puis dire. Tu vois, ça marque un peu la différence avec les productions d'Astier. Exactement, donc ça peut être une très bonne suite c'est même une très bonne suite aux 2 films d'Astier, mais on a quand même sa propre identité avec certaines fois des onomatopées comme dans les bandes dessinées. Donc ça a vraiment son petit style, mais sans dénaturer vraiment ce qui a été fait au préalable. Ok. Pour ce qui est de l'histoire, donc ça reprend fidèlement le 7e album de la grande fresque Astérix. Donc ça raconte l'histoire où Abrar Acoursix, chef du village, doit affronter un adversaire gallo-romain avec en jeu le sort du village. Mais un problème survient. Panoramix, le druide, perd la mémoire après avoir reçu un menhir sur la tronche, rendant impossible la préparation de la potion magique. Ce point de départ donc donne lieu à une série d'événements rocambolesques, comme toujours chez Astérix et Obélix, et ils doivent trouver donc une solution pour sauver leur village. Et comparé à la BD, la série respecte scrupuleusement l'esprit de l'œuvre originale, tout en y ajoutant des éléments modernes et des références contemporaines. Les dialogues sont ciselés et l'humour typique de Chabat est omniprésent, avec des jeux de mots et des clins d'œil qui raviront les fans de tout âge. Et j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment les fans de tout âge, parce qu'on va avoir des clins d'œil à des vieux trucs obscurs des années 60-70, à des films des années 80 et à des films beaucoup plus récents. Par exemple, il y a un roman, il s'appelle Fast and Furious, tu vois. J'adore. Donc c'est des petits détails comme ça. Génial. Mais
on reste vraiment, comment dire, dans quelque chose qui va parler à toutes les générations, que ce soit enfants, adultes et voire même des grands-parents. Et c'est ce qui fait quand même la force de ce combat des chefs, c'est son respect absolu de l'univers de Goscinny. La série regorge aussi d'anachronismes hilarants, de références, comme je dis, culturelles qui sont plus ou moins subtiles. J'ai regardé le dernier épisode tout à l'heure, parce que dans le dernier épisode, il y a une scène de combat entre Obélix et des Romains qui est juste incroyable, et elle est filmée comme un Marvel, quoi. Donc on se retrouve vraiment avec quelque chose qui va forcément parler à tout le monde. Bah c'est ça, l'ADN pour moi d'Astérix et Obélix, c'est son universalité, je trouve. Enfin moi c'est ce que j'ai toujours ressenti en lisant des BD Astérix, c'est que tout le monde y trouve son compte, et c'est hyper important pour moi que la série que tu décris, elle ait ce caractéristique-là qui, voilà, c'est vraiment l'ADN d'Astérix, quoi. C'est vraiment l'ADN d'Astérix. Déjà à l'époque, il y avait beaucoup d'anachronismes, et c'est un humour que je trouve intemporel. Et c'est vrai que contrairement à certains films qui sont on va dire croûtés, où ils ont enchaîné beaucoup les guest stars et surtout les gags entre guillemets peut-être d'époque, là ils ont su adapter les gags à notre époque. Il y a vraiment des scènes qui vont faire hommage à Disneyland Paris, une attraction toute particulière qui est assez rigolo, parce que en fond il se passe un truc, et en fond, on entend les personnages continuer à fredonner la musique qu'ils ont entendue liée à cette attraction de Disneyland, ce qui arrive vraiment quand tu vas faire cette attraction à Disneyland et que cette musique est 13-4 jours dans la tête après. Ça, c'est comme tu dis, c'est pour moi, c'est le détail de Chabat. Tu vois, d'avoir ce niveau de finesse, c'est Chabat. Exactement, et surtout les dialogues sont toujours très percutants, comme je disais, chaque épisode est vraiment truffé de détails, et il y a toujours ces petits moments qui sont hyper intéressants, où on va avoir des personnages qui vont parler entre eux sans nécessairement avancer dans l'intrigue. C'est l'avantage aussi du format mini-série, c'est qu'ils peuvent se permettre de prendre un peu plus de temps qu'un film, mais du coup ça va vraiment se concentrer sur les alchimies entre les personnages. C'est vrai qu'Astérix et Obélix sont deux personnages qui c'est des meilleurs amis, ils s'entendent depuis qu'ils sont enfants justement. Et on les voit aussi s'engueuler beaucoup dans les bandes dessinées, et c'est ce qui ressort malheureusement de beaucoup de films, excepté le film d'Alain Chabat d'ailleurs. Et là on va voir des scènes où ils s'engueulent, mais on va voir des scènes où ils sont très complices aussi, et en fait on prend conscience que cette amitié est très très plausible en fait. Et ça c'est l'avantage du format mini-série. Crédible, ouais, ok. Autre petite chose aussi, dans le premier épisode, Alain Chabat s'est permis d'ajouter une véritable origin story à Astérix et Obélix, donc ça nous offre un regard inédit sur leur enfance. Donc cette introduction, ça permet de découvrir la scène, la fameuse scène tant attendue, du moins que j'attendais moi, quand il tombe dans le chaudron. La fameuse chute d'Obélix dans la potion magique. C'est un moment fondamental dans la saga qui jusqu'ici n'avait jamais été pleinement montré dans une adaptation animée, et c'est loin d'être un ajout superficiel, car cette séquence est réalisée avec un immense respect pour l'esprit de Goscinny et d'Uderzo. Le ton, l'humour, la mise en scène, ça rappelle vraiment parfaitement les bandes dessinées, et cette scène s'intègre très naturellement à l'histoire sans jamais trahir l'œuvre originale. On a même les dialogues, la gestuelle et les réactions de Panoramix après l'accident qui sont d'une fidélité très très remarquable, et là-dessus encore une fois, souvent quand on se permet de rajouter avec un œil contemporain certaines choses, on peut vraiment dénoter avec le reste de l'histoire, et là c'est pas le cas du tout. Et pour moi c'est un choix scénaristique qui témoigne de l'amour et du respect d'Alain Chabat pour cet univers bien sûr, mais aussi ça s'inscrit parfaitement dans la tradition des meilleures adaptations d'Astérix, et surtout ça rend vraiment hommage, donc au-delà des deux créateurs, à Goscinny, qui était je pense la principale source d'inspiration d'Alain Chabat pour son histoire. Au niveau du casting vocal, c'est globalement excellent, donc mention spéciale pour Laurent Lafitte qui double Jules César, qui a réussi à changer sa voix de telle façon, je l'ai pas reconnu sur le coup, et qui a une voix qui est quand même très très rauque, assez pas violente mais assez ténébreuse. Reconnaissable. Et là je l'ai très peu reconnu, et vraiment il a su se masquer derrière le personnage de César, ce qui n'est pas le cas pour deux autres acteurs que je vais citer, donc Gilles Lelouch qui prête sa voix à Obélix, que j'ai trouvé moins convaincant. Je trouve que sa voix manque de coffre, ça manque de gouaille. Je regrette Guillaume Briat qui jouait le roi Burgonde dans Kaamelott, et c'est lui qui incarne Obélix depuis plus de 10 ans dans les films de Alexandre Astier déjà, et surtout il a fait 4 jeux vidéo Astérix et Obélix à son actif. Et là c'est pas lui.
Non, pourquoi il n'a pas été repris? Ils ont pris Gilles Lelouch qui a joué dans la dernière daube là de Guillaume Canet. Mais voilà, je comprends pas. Son interprétation je trouve que son interprétation n'est pas mauvaise en soi, mais il n'y a pas ce coffre en fait. C'est cette voix rondouillarde qui se ressent en fait. Tu verras, la voix elle est un peu plus sèche et voilà. C'est ta réserve. Autre point discutable, c'est ma réserve, mais un autre doublage aussi, et pourtant c'est un acteur que j'adore, c'est Thierry Lhermitte qui joue le rôle de Panoramix. Et même si son jeu est solide, sa voix est trop jeune pour le druide. Ça m'a quand même vraiment dérouté, car j'ai l'habitude d'une tonalité plus sage, plus posée. Là on a même certaines scènes, il y a un côté un petit peu pas sarcastique, mais tu sais, un petit peu bougon de Panoramix qu'on ressent, où il va parler dans sa barbe, dans sa moustache, et en fait, moi je voyais pas Panoramix, je voyais Thierry Lhermitte. Et ça c'est dommage, parce que pour moi, un bon comédien de doublage, c'est un comédien qui sait s'effacer derrière son personnage. Et c'est vrai qu'en France, on a des comédiens de doublage incroyables, et quand on ne reconnaît pas le comédien de doublage, quand il double son personnage et qu'on découvre après, c'est là qu'on voit que le taf a été fait de façon incroyable. Et là, vu qu'on a tous les potes d'Alain Chabat dans toute la série, en fait, j'ai un peu l'impression que certains sont vraiment... ils ont dû se marrer, je dis pas le contraire, mais certains, ça fait quand même du hors-piste. Pour le reste, c'est super caviar. Cool. J'aime pas Jérôme Commandeur, mais c'est marrant, c'est qu'il double la voix de la mère de César, ce qui est plutôt drôle, parce que c'est un homme qui double la voix d'une vieille mamie, et c'est assez marrant. Il y a pas mal de personnages. Alain Chabat en Astérix aussi, ça m'a fait un poil bizarre au début, mais c'est vrai que Roger Carrel étant décédé, ils n'ont pas repris Christian Clavier pour le rôle, c'est lui qui le doublait dans le dernier film, Le secret de la potion magique. Et au final, Astérix parle, mais c'est pas l'élément central du film, et il parle toujours à bon escient, et ça m'a pas choqué, alors que pourtant c'était une des plus grosses peurs. Après, on va retrouver du Alexandre Astier qui fait le poissonnier, donc une scène qui est très très drôle. On va avoir d'autres personnages aussi qui sont assez hauts en couleur. Pareil, l'acteur qui joue à Bras Raccourcis, de mémoire, c'est un des deux gars, tu sais, du Palmas Show. Ah oui, ok. Pareil, j'ai pas reconnu sa voix en fait, donc ça prouve qu'il y a vraiment ils sont bons. Il y a vraiment une certaine attention, et ils sont bons en tout cas. Je vais conclure. Mon but, encore une fois, c'est de vous donner envie de regarder la série sans spoiler. Est-ce que ce Astérix est la meilleure adaptation d'Astérix? Donc moi, sans aucun doute, Astérix et le combat des chefs s'inscrit dans la continuité des excellentes adaptations animées du Domaine des dieux et du secret de la potion magique. Alain Chabat prouve une nouvelle fois qu'il est l'un des meilleurs artisans de l'univers Astérix, et cette série pourrait très bien être la meilleure adaptation du Gaulois à ce jour. Il y a 5 épisodes de 20 minutes. Tu sais que j'aime beaucoup les 2 films de Astier. Oui. J'aime beaucoup Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais là on est quand même vraiment un cran au-dessus, et je pense que c'est grâce à ce format justement que la série excelle autant. Comme je dis, il y a énormément de gags, donc de gags de premier plan, d'arrière-plan, j'ai l'impression que toutes les minutes il y a un gag. Il y a des jeux de mots qu'on comprend des fois 10 minutes après quand on y repense et tout, et ça c'est ce qui fait la force de cette série en fait, c'est qu'on a vraiment cette sensation où ils ont tout donné, tout ce qu'ils avaient, et quand on termine ces 5 épisodes de 20 minutes, donc ça fait l'équivalent d'un gros long métrage, on se dit, déjà quoi, j'aimerais bien voir autre chose, mais quand on voit qu'ils ont mis quasiment 5 ans à développer cette série, ça arrivera pas tout de suite. Mais je vous recommande vivement la série Astérix, c'est une très très bonne pioche, et vous allez vraiment vous... ça fait très envie, franchement, quand tu m'en as parlé ce matin, tu te rappelles, par SMS, je te dis, il y a ça, et c'était au moment où je lançais l'émission Hot Ones avec Chabat qui en parlait devant moi, donc pareil, à ce moment-là, on était ultra connectés sans le savoir, et je trouve ça assez fou. Je trouve vraiment que Astérix Obélix, c'est une des œuvres que l'on a qui durent encore dans le temps, avec une telle aura de fou. C'est quand même 1959 Astérix, et aujourd'hui on est encore en train d'en faire des séries, des BD. Je crois qu'il y a une BD qui arrive là en fin d'année où Astérix il sera au Portugal pour la première fois. C'est Astérix en Lusitanie ou un truc comme ça, non, je sais plus. Il aura du poil. Alors ça, je sais pas si on peut laisser ça, mais en tout cas, il sera au Portugal, notre ami. Mais tu vois, il y a encore des albums qui sortent, et ça fait encore des millions de ventes. Enfin, c'est un truc de ouf, Astérix. Et maintenant, c'est sur Netflix. Enfin voilà, moi je trouve ça assez dingue, et ça fait trop plaisir. C'est notre patrimoine, et
Et bah du coup, je vais aller voir cette série Astérix, alors que c'est pas trop ma cam, mais ça me donne envie. Surtout que depuis le Mission Cléopâtre, on a eu Astérix aux Jeux Olympiques, Astérix chez les Bretons, non, c'est au service secret de Sa Majesté qui s'appelait, il y a eu le Astérix, le dernier en Chine, là, et c'était 3 films qui étaient vraiment pas très très bien, et on se disait c'était peut-être la fin vraiment d'Astérix. À côté, on a Alexandre Astier qui a fait son Astérix en 3D, très respectueux pour le premier, car il adapte le Domaine des Dieux, et le second, c'est un scénario original, mais qui ne dénature pas, je trouve, aussi l'œuvre du Derzo, et je trouve que Astérix, en fait, vit réellement dans ce format animé, en fait. C'est là qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, et vraiment, tu vas voir, pour une production française, ça claque, c'est vraiment super beau, hein. Ils ont rien à envier aux ricains, il y a toujours des petits détails dans tous les sens. Il y a aussi, au fin du dernier épisode, donc il y a un petit court-métrage d'environ 5 minutes où on suit 2 sangliers dans une ambiance très cartoon. J'adore. Donc ça ressemble à, je te disais, la fameuse série qu'avait raconté Chabat, avez-vous remarqué, ouais, ok. Ouais. Ça ressemble à ça, où en fait on va voir 2 sangliers qui vont essayer d'aller piquer de la bouffe dans le village des Gaulois, pendant que les Gaulois sont pas au village. Donc ça se passe en parallèle d'une partie de la série. Et c'est pareil, c'est savoureux, ça. Cartoon à la Tex Avery, c'est savoureux, ça se regarde bien. Et en fait, voilà, cette série est généreuse. C'est vraiment généreux pour tous les publics, qu'on soit fan ou non d'Astérix. Et pour les fans d'animation, c'est fou, quoi. Bon écoute, merci beaucoup Kira, on sent ta passion du Astérix. Il ne manque plus qu'un très bon jeu Astérix, si on avait eu des cools, hein, mais voilà, ce serait vraiment génial. Ça m'a donné envie de refaire du Astérix, et c'est vrai que j'ai les 4 XXL à la maison, donc il faudrait que je les lance. Ça, ouais. Donc je vais peut-être me faire une petite session de XXL là, vu. Carrément, et je te laisse Kira conclure cet épisode qui touche à sa fin, si tu as des big up, et sinon, petite conclusion. J'ai pas de big up cette semaine, et puis là on est déjà un peu plus d'une heure d'émission, donc on va dropper un petit peu plus. Comme d'habitude, mon laïus habituel, jouer à des jeux vidéo, aller voir des films et des séries télé. Je te conseille un film sur Netflix avec avec ton acteur préféré d'ailleurs, qui est Tom Hardy. Voilà, c'est Tom Hardy. Donc ça s'appelle Avoc, c'est par le réalisateur de The Raid. C'est un polar noir, en fait, on suit Tom Hardy en flic ripou. J'ai vu une des scènes de fusillade les plus violentes, les plus fun et les plus gore du cinéma. Je te recommande fortement ce film, et je voulais en parler, donc je le recommande à tout le monde. Merci pour la reco. Voilà, allez au cinéma, toujours aller voir Sinners. Je vais voir Thunderbolts dimanche, donc on va voir si c'est cool. Lisez des livres, écoutez de la musique, faites du sport, faites-vous plaisir. C'est le moment, c'est bientôt l'été. Ciao. Ciao.